Étape 1. Plan des scènes. Partie 1. L'impératif historique et l'échec de l'expérience fiduciaire. Cette section introduit la convergence universelle des civilisations vers l'or sur 5000 ans, oppose cette stabilité millénaire à l'expérience risquée des monnaies papier entamée il y a 50 ans, et expose les preuves visibles de ce déclin à travers la perte de pouvoir d'achat du dollar et l'explosion de la dette nationale américaine. Partie 2. La science de la monnaie et la rigueur du tableau périodique. Ce segment détaille l'élimination systématique des autres éléments chimiques pour désigner l'or comme l'unique étalon viable, grâce à sa stabilité, sa rareté et sa malléabilité, tout en établissant la distinction cruciale entre un investissement productif et une réserve de valeur monétaire immuable illustrée par l'exemple du centurion romain. Partie 3. 1971 ou la rupture du contrat de Bretton Woods. Cette partie analyse le fonctionnement du dollar en tant que reçu d'entrepôt pour l'or avant 1971, explique les pressions fiscales liées à la guerre du Vietnam et aux programmes sociaux qui ont mené à la décision unilatérale de Richard Nixon de suspendre la convertibilité, transformant ainsi la monnaie en une simple promesse gouvernementale, fiat. Partie 4. La mécanique de l'érosion et l'hypocrisie des banques centrales. Ce volet décortique la dilution de la masse monétaire, notamment lors de la crise du Covid-19, explique comment l'inflation agit comme un mécanisme invisible de transfert de richesse des épargnants vers les emprunteurs, et révèle le contraste entre le discours public décrédibilisant l'or et les achats records effectués par les banques centrales depuis 2010. Partie 5. Géopolitique de la réserve et l'or comme détecteur de mensonges. La conclusion traite de la dédollarisation et des risques de sanctions illustrés par le gel des actifs russes, justifie l'allocation stratégique d'or, 5 à 15%, comme une assurance contre l'arithmétique de la dette, et définit l'or comme l'ultime arbitre de vérité face aux politiques fiscales insoutenables des gouvernements modernes. Ce rapport s'inscrit dans la niche de l'économie monétaire et de l'analyse financière stratégique, ciblant un public d'investisseurs et de décideurs cherchant une compréhension structurelle plutôt que spéculative. Le genre est celui de l'essai d'expertise ou du rapport d'analyse macroéconomique adopté avec un style d'écriture formel, didactique et hautement structuré. Le ton est sérieux, empreint d'une autorité analytique qui frise l'alarmisme rationnel, critiquant la gestion fiduciaire par des faits mathématiques. Le rythme est soutenu, alternant entre des explications scientifiques, chimie, physique, et des démonstrations historiques, utilisant une argumentation fondée sur des statistiques, dette de 40 trillions, perte de 93% de valeur, et des analogies frappantes, la toge romaine contre le costume moderne. Le lexique est technique et précis, employant des termes comme fiat, débasement, Bretton Woods et réserve souveraine, tandis que la syntaxe privilégie des constructions logiques complexes et des énumérations pour souligner l'ampleur systémique des changements. L'auteur se positionne en observateur expert et critique, guidant le lecteur à travers une déconstruction méthodique du système monétaire actuel. La structure est une progression dramatique et logique, du constat historique à la réalité chimique, puis de la rupture politique aux conséquences économiques finales. La mentalité de l'auteur est celle d'un défenseur de la monnaie saine, hard money, voyant dans les lois de la physique un garde-fou nécessaire contre l'improvisation politique. The artistic style for the illustrations should be cinematic minimalist infographic noir. It must combine high-end documentary photography with sophisticated dark theme 3D data visualizations. The palette is dominated by deep charcoal, slate gray and midnight navy, contrasted sharply with the rich metallic luster of 24-karat gold. Lighting should be dramatic and directional, chiaroscuro, highlighting the texture of gold bars, ancient coins, or weathered historical documents against a clean, modern architectural background. The composition should use a wide 16:9 aspect ratio, featuring macro shots of chemical structures or monetary symbols, with a shallow depth of field to create a sense of prestige and serious analytical depth. Symbols of depth, digital red ticker tapes, should look ephemeral and flickering, while gold should appear solid, heavy, and timeless. The overall mood is one of sobering clarity and institutional authority, reminiscent of high-budget financial documentaries or premium economic journals.
Depuis 5 millénaires, chaque grande civilisation ayant marqué l'histoire de l'humanité est parvenue, de manière totalement indépendante, à la même conclusion fondamentale concernant la fondation de ces systèmes monétaires. Qu'il s'agisse des Égyptiens, des Romains, des dynasties chinoises, de l'Empire ottoman ou de l'Empire britannique, ces cultures, bien que séparées par des océans, des langues disparates et des systèmes de croyances radicalement différents, ont toutes choisi, sans coordination préalable ni mécanisme de consensus global, de reposer sur l'or. Ce fait ne relève nullement d'une coïncidence géographique ou d'un simple hasard historique. Il ne s'agit pas non plus d'un attachement sentimental ou d'une tradition maintenue pour elle-même. Ce choix est le résultat d'une expérience empirique de 5000 ans, au cours de laquelle chaque alternative possible a été testée, et au cours de laquelle chaque alternative a fini par échouer. L'or ne s'est pas imposé par convention sociale, mais par sa capacité unique à résister à l'épreuve du temps, là où tout le reste s'est effondré face aux réalités économiques. Pourtant, il y a environ 50 ans, un groupe restreint de gouvernements a décrété qu'il possédait une idée supérieure, capable de s'affranchir des contraintes physiques. Ils ont délibérément choisi de remplacer l'or, un actif physique rare et indestructible qu'aucun gouvernement ne peut créer à partir de rien, par le papier. Ce faisant, la réalité tangible a été substituée par une simple promesse, matérialisée par une signature au bas d'un document officiel, dont le message implicite se résume à une injonction de confiance. Faites-nous confiance, ceci possède de la valeur. Cette transition marquait la fin de l'ancrage monétaire dans le monde physique pour entrer dans l'ère de l'abstraction pure et du crédit souverain. Cette expérience dure maintenant depuis un demi-siècle, et les preuves de sa trajectoire réelle sont désormais visibles partout pour quiconque possède la discipline nécessaire pour les observer. Elle ne se cache pas dans des théories complexes, mais se manifeste de manière flagrante dans les indicateurs les plus concrets de notre réalité économique contemporaine. La manifestation la plus brutale de ce déclin se lit dans l'effondrement continu du pouvoir d'achat du dollar américain, qui a perdu plus de 90% de sa valeur intrinsèque depuis le début de cette déconnexion avec l'étalon or en 1971. Cette érosion n'est pas une fluctuation passagère ou un accident de marché, mais la conséquence mathématique d'un système libéré de toute contrainte de rareté physique. Parallèlement, la trajectoire de la dette nationale des États-Unis offre un miroir saisissant de cette dérive systémique. Passant de moins de 500 milliards de dollars au début de l'expérience à près de 40 000 milliards de dollars aujourd'hui, elle témoigne d'une perte totale de discipline financière au sommet de l'architecture monétaire mondiale. Un autre indice révélateur réside dans le comportement actuel des banques centrales. Tandis qu'elles ont passé des décennies à assurer au public que l'or n'était qu'une relique barbare et obsolète n'ayant plus sa place dans la finance moderne, elles procèdent aujourd'hui à des achats massifs, accumulant le métal précieux dans des proportions inédites dans l'histoire moderne. Ce décalage flagrant entre le discours public et les actions stratégiques des institutions souveraines souligne l'importance critique de l'or comme ultime garantie de stabilité. Pour comprendre la profondeur de la situation actuelle et les forces qui façonnent notre environnement financier, il est impératif de redéfinir l'or correctement. Il ne doit pas être perçu comme un simple véhicule de spéculation, une matière première industrielle ou une astuce d'investissement passagère, mais comme le concept le plus profond et le plus essentiel de l'économie monétaire, la définition même de ce qu'est la monnaie. Comprendre pourquoi certains objets parviennent à remplir cette fonction alors que d'autres échouent inévitablement est la clé pour décoder le système à l'intérieur duquel nous opérons tous. La vérité est sans appel. Une incompréhension de la nature de l'or condamne à une incompréhension totale de la monnaie elle-même. Sans ce socle conceptuel, il devient impossible de saisir la logique réelle de l'inflation, la dynamique insoutenable de la dette ou l'érosion silencieuse et ininterrompue du pouvoir d'achat. Cette érosion constitue l'expérience financière dominante de ces 50 dernières années, une spoliation lente qui définit la trajectoire de chaque épargnant dans le système actuel. Cette analyse se propose donc de lever le voile sur ces mécanismes en revenant au fondement même de la valeur. L'analyse de la genèse de la monnaie impose de se tourner vers la rigueur de la science fondamentale, et plus précisément vers le tableau périodique des éléments. À travers l'histoire, des sociétés réparties sur tous les continents ont dû résoudre indépendamment le même problème technique. Comment stocker la valeur, faciliter l'échange et mesurer l'activité économique à travers le temps et la distance.
Pour y répondre, l'humanité a procédé, par élimination systématique, à l'examen des 118 éléments connus. La sélection d'un support monétaire n'est pas une question d'esthétique, mais une réponse à des critères physiques et chimiques stricts. La plupart des éléments ont été disqualifiés pour des raisons structurelles. Les gaz sont impossibles à transporter, de nombreux métaux sont trop réactifs et se corrodent ou s'oxydent au contact de l'air, d'autres sont toxiques, radioactifs ou trop abondants pour maintenir une quelconque valeur de rareté. A l'inverse, certains sont si rares qu'ils ne peuvent pratiquement pas servir au commerce de masse. En appliquant les filtres de la stabilité chimique, de la malléabilité physique et de la rareté naturelle, le champ des candidats se réduit drastiquement, jusqu'à désigner l'or comme l'unique élément qualifié. L'or possède des propriétés physiques qui le distinguent de toute autre technologie monétaire. Il est chimiquement inerte, il ne s'altère pas, ne ternit pas, et ne réagit ni avec l'air ni avec l'eau dans des conditions normales. Une pièce d'or récupérée dans une épave après 4 siècles passés au fond de l'océan ressort quasiment inchangée, conservant l'intégralité de sa masse et de ses propriétés. Cette immuabilité garantit que la richesse stockée aujourd'hui restera intacte dans plusieurs siècles. De plus, l'or est parfaitement divisible sans perte de substance, et peut être travaillé sous n'importe quelle forme, barres, pièces, fils ou feuilles, sans altérer sa composition atomique. Sa rareté est elle aussi une réalité mathématique tangible. Si l'on faisait fondre l'intégralité de l'or extrait par l'humanité depuis l'époque des pharaons jusqu'au coffre des banques centrales contemporaines, le cube résultant tiendrait dans environ 3 piscines olympiques et demie. Pour une population mondiale de 8 milliards d'individus, cette quantité infime représente une limite physique indépassable, contrairement aux monnaies de papier ou aux écritures numériques dont l'offre peut être étendue à l'infini par décision politique. Il est essentiel de corriger une confusion majeure qui persiste au sein de la sphère financière. L'or n'est pas un investissement. Cette affirmation n'est pas une figure de style, mais une définition technique. Par nature, un investissement est un actif productif générant des flux de trésorerie. Un immeuble produit des loyers, une action donne droit à des dividendes futurs, et une obligation paie un intérêt. Ces actifs ont une valeur productive intrinsèque qui peut être mesurée et actualisée. L'or, en revanche, ne produit rien. Il ne génère aucun rendement et ne verse aucun dividende. Il se contente de demeurer inchangé dans un coffre. Sa fonction réelle est celle d'un étalon de mesure et d'une réserve de valeur. Il constitue l'instrument ultime qui permet de déterminer si les autres actifs, les devises papier ou les salaires, conservent leur valeur réelle ou s'ils sont silencieusement érodés par des mécanismes monétaires externes. Cette fonction de miroir de la vérité monétaire est illustrée de manière frappante par la stabilité du pouvoir d'achat de l'or à travers les millénaires. Sous l'Empire romain, un centurion professionnel de rang moyen percevait environ 1 once d'or par mois, ce qui lui permettait d'acquérir une toge de haute qualité, une ceinture de cuir et une paire de sandales, soit l'équivalent d'une tenue de prestige complète. Aujourd'hui, 1 once d'or, valorisée au prix du marché, permet d'acquérir exactement la même chose. Un costume de haute facture, des chaussures de qualité et les accessoires assortis. En 2000 ans, l'or n'a pas pris de valeur. C'est le reste de l'économie, et particulièrement les monnaies fiduciaires, qui a perdu de sa valeur par rapport à lui. Le métal jaune demeure une constante physique dans un univers de variables monétaires, révélant la dépréciation systématique des devises créées par les gouvernements. Ce n'est pas l'or qui fluctue, c'est la règle de mesure en papier qui se raccourcit chaque année. L'année 1971 constitue le pivot central de l'histoire monétaire moderne, marquant une rupture dont les ondes de choc définissent encore aujourd'hui notre réalité économique, bien que cet événement soit paradoxalement occulté des programmes d'éducation financière conventionnels. Avant cette date charnière, le dollar américain ne fonctionnait pas comme une simple abstraction fiduciaire, mais comme un titre de propriété légale sur une quantité précise d'or physique. Détenir un dollar revenait en principe à détenir un droit de créance sur un actif tangible stocké dans les coffres de l'État. Le dollar était, au sens le plus strict du terme, un reçu d'entrepôt. Cette architecture rigoureuse avait été formalisée lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, où 44 nations s'étaient accordées sur un système où le dollar était ancré à l'or au taux fixe de 35 $ l'once, tandis que toutes les autres grandes devises mondiales étaient arrimées au dollar.
L'ensemble du système financier planétaire reposait ainsi sur une contrainte physique unique et incontournable, la quantité d'or que les États-Unis détenaient réellement dans leurs réserves. Cette contrainte n'était pas seulement technique, elle imposait une discipline de fer aux politiques gouvernementales. Sous l'étalon or, si le gouvernement américain souhaitait financer des dépenses excédant ses recettes fiscales, il ne disposait que de 3 options. Augmenter l'impôt, émettre une dette que le marché accepterait d'acheter volontairement, ou acquérir davantage d'or. La création monétaire ex nihilo par une banque centrale était structurellement bridée, car chaque nouveau dollar mis en circulation devait théoriquement être adossé à une augmentation proportionnelle des réserves métalliques. L'étalon or fonctionnait donc comme un mécanisme de limitation du pouvoir régalien, forçant l'État à opérer dans les limites des ressources réelles de la nation plutôt que dans l'illusion d'une création monétaire illimitée. C'était un système de vérité comptable, où la monnaie ne pouvait pas mentir sur la richesse disponible. L'effondrement de ce cadre disciplinaire trouve son origine dans une tension géopolitique et sociale majeure de la décennie 1960. Les États-Unis se sont engagés simultanément dans le financement de la guerre du Vietnam, extrêmement coûteuse, et dans l'expansion massive de programmes sociaux domestiques connus sous le nom de Great Society. Cette double ambition exigeait des capitaux dépassant largement ce que les réserves d'or pouvaient honnêtement garantir. En pratique, le gouvernement a commencé à émettre bien plus de reçus qu'il ne possédait d'actifs en réserve, créant un déséquilibre croissant que les partenaires internationaux n'ont pas tardé à remarquer. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, a été la première à dénoncer publiquement cette dérive. Estimant que les États-Unis profitaient d'un privilège exorbitant, la France a envoyé un navire de la Marine nationale à New York pour exiger la conversion de ses avoirs en dollars en or physique, exerçant ainsi son droit contractuel strict issu des accords de Bretton Woods. Cette initiative a déclenché une réaction en chaîne, d'autres nations emboîtant le pas, provoquant une véritable panique bancaire à l'échelle souveraine. Le 15 août 1971, face à cette hémorragie de réserves, le président Richard Nixon est intervenu à la télévision pour annoncer ce qu'il qualifiait alors de suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Ce qui devait être une mesure de transition dure depuis maintenant plus de 54 ans. Par cette décision unilatérale, prise un dimanche soir sans consultation internationale préalable, l'ancrage entre la monnaie et la réalité physique a été définitivement rompu. À partir de cet instant, le dollar a cessé d'être un reçu pour devenir une monnaie purement fiduciaire, un fiat, terme latin signifiant « que cela soit ». Sa valeur ne repose plus désormais sur une substance rare et immuable, mais uniquement sur la promesse et la crédibilité du gouvernement émetteur. En brisant le lien avec l'or, les autorités ont libéré la monnaie de toute limite naturelle, ouvrant la voie à une ère de gestion discrétionnaire de la masse monétaire dont nous subissons aujourd'hui les conséquences systémiques. L'examen des 50 dernières années de ce système fiduciaire permet de dresser un bilan chiffré dont la rigueur ne laisse place à aucune ambiguïté sur la performance réelle de l'expérience monétaire en cours. Pour qui possède la discipline d'analyser les données, les résultats sont visibles partout. Le dollar américain, pivot de l'économie mondiale, a vu son pouvoir d'achat amputé de plus de 93% depuis que l'ancrage physique a été rompu en 1971. Un dollar d'alors ne conserve aujourd'hui qu'environ 700 de sa valeur initiale. Cette destruction de valeur n'est pas le fruit d'un cataclysme soudain ou d'un effondrement boursier isolé, mais le produit d'un mécanisme continu et silencieux de dilution monétaire. La croissance de la masse monétaire raconte cette histoire avec une précision mathématique implacable. En 1981, la mesure la plus large de la monnaie en circulation aux États-Unis s'élevait à environ 860 milliards de dollars. En 2021, ce chiffre atteignait 22 000 milliards, soit une multiplication par plus de 25 en seulement 4 décennies. Le paroxysme de cette dynamique a été atteint lors de la réponse économique à la crise du Covid-19. Une période durant laquelle le gouvernement américain a créé environ 40% de l'intégralité des dollars ayant jamais existé dans l'histoire en l'espace de seulement 18 mois. Créer une telle quantité de monnaie sans augmentation proportionnelle de la valeur réelle produite par l'économie conduit inévitablement à une perte de valeur de chaque unité monétaire existante. Il ne s'agit pas d'une théorie économique sujette à débat, mais d'une simple règle d'arithmétique.
Lorsque l'offre d'un actif augmente de manière discrétionnaire alors que la production stagne, chaque unité devient mécaniquement moins rare et donc moins précieuse. La conséquence est une érosion ininterrompue qui définit l'expérience financière contemporaine. Le mécanisme par lequel cette création monétaire transfère la richesse constitue l'une des dynamiques les plus fondamentales et pourtant les moins discutées de notre économie. Lorsque l'État crée de la monnaie pour financer ses dépenses, qu'il s'agisse de guerre, de plans de relance ou de sauvetage bancaire, ces nouveaux capitaux entrent dans l'économie et tirent graduellement les prix des biens et des actifs à la hausse. Pour les épargnants, les salariés et les retraités vivant avec des revenus fixes, cette inflation se traduit par une baisse réelle de leur pouvoir d'achat. A l'inverse, ceux qui détiennent des actifs réels, immobiliers, actions ou or, voient le prix nominal de leur possession grimper à mesure que le dénominateur, la monnaie, s'affaiblit. Leur richesse réelle n'augmente pas nécessairement, mais elle est préservée par l'appréciation nominale, tandis que celle des détenteurs de liquidités est systématiquement diluée. L'inflation n'est pas la hausse des prix, mais la chute de la monnaie. Elle agit comme un mécanisme de transfert invisible, déplaçant le pouvoir d'achat des épargnants vers les emprunteurs et des classes moyennes vers les détenteurs d'actifs. Ce constat interne se double d'un paradoxe institutionnel majeur concernant le comportement des banques centrales. Pendant des décennies, le discours officiel de ces institutions a consisté à qualifier l'or de « relique barbare », un vestige historique sans utilité réelle dans une architecture financière moderne. Cependant, ce que ces institutions font de leur capital raconte une toute autre réalité. Depuis 2010 environ, et avec une accélération marquée depuis 2022, les banques centrales mondiales ont procédé à des achats d'or à un rythme soutenu, atteignant les niveaux les plus élevés enregistrés dans l'histoire moderne. L'année dernière, elles ont collectivement acquis plus de 1000 tonnes de métal fin. Ce virage stratégique massif, opéré par les institutions mêmes qui gèrent les monnaies de papier, témoigne d'une reconnaissance tacite. Dans un monde saturé de dettes et de promesses gouvernementales, l'or demeure l'actif de réserve ultime. Cette réallocation massive des réserves souveraines vers le physique souligne la fragilité croissante du système basé sur le crédit et le retour impérieux vers la sécurité tangible de la matière. L'analyse des motivations actuelles des banques centrales révèle 3 piliers structurels qui justifient l'accélération des achats d'or et confirment un changement de paradigme monétaire. La première motivation est la dédollarisation, un processus systématique de réduction de la dépendance envers le dollar américain comme principal actif de réserve. Cette érosion de la prédominance du dollar, bien que lente, résulte d'une évaluation rationnelle. Une concentration excessive dans une seule devise expose les nations à des risques spécifiques. La deuxième motivation, plus impérieuse encore, concerne le risque de sanctions géopolitiques. Le gel de 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe en 2022 a agi comme un avertissement pour chaque trésorerie souveraine de la planète. Il a été démontré que les réserves libellées en dollars, détenues dans des institutions occidentales, sont conditionnées à un alignement politique. À l'opposé, l'or physique détenu dans des coffres nationaux est insaisissable par décret étranger. Il ne peut être ni gelé ni annulé par une instruction numérique, modifiant ainsi définitivement le calcul du risque pour de nombreux États. La troisième force motrice est l'arithmétique implacable de la dette. Les analystes observent que les États-Unis ajoutent environ 1000 milliards de dollars à leur dette nationale tous les 100 jours. Dans un tel contexte, la trajectoire des paiements d'intérêts par rapport aux recettes fiscales devient insoutenable sans une forme de dépréciation monétaire. L'or n'est pas ici un pari sur une catastrophe hypothétique, mais une assurance contre la direction connue et documentée du système sur le long terme. Cette convergence vers l'or est désormais visible dans les données de marché. Alors que les grandes banques d'investissement publient des objectifs de prix historiquement élevés, on observe une déconnexion croissante entre l'or papier des marchés à terme et la réalité physique de l'offre et de la demande. Lorsque les institutions possédant les ressources analytiques les plus profondes convergent simultanément vers le même actif, cela signale une observation structurelle majeure sur les mouvements de capitaux sophistiqués. Dans le cadre d'une gestion financière personnelle, il est crucial de réitérer que l'or ne se comporte pas comme un investissement conventionnel. Il ne génère pas de flux de trésorerie, ne produit pas d'intérêt et ne bénéficie pas de l'effet des intérêts composés comme une action.
Sa fonction unique est de protéger contre le risque le plus systématiquement sous-estimé par les épargnants: l'érosion à long terme du pouvoir d'achat par le débasement monétaire. Le risque de conserver des liquidités dans un compte de dépôt est invisible au quotidien. Il ne fait pas les gros titres et ne produit pas de pertes brutales sur un relevé. Pourtant, il agit silencieusement, réduisant année après année la valeur du travail épargné. Le dollar qui valait 100 cents en 1971 n'en vaut plus que 7 aujourd'hui. Ce n'est pas une anomalie, mais la performance attendue d'une monnaie fiduciaire non adossée, gérée par un gouvernement incité à dépenser au-delà de ses moyens réels. L'or maintient le pouvoir d'achat non pas parce qu'il s'apprécie en termes réels, mais parce qu'il conserve sa valeur intrinsèque, tandis que la devise dans laquelle il est libellé s'effondre. En conclusion, l'or agit comme un détecteur de mensonges vieux de 5000 ans pour les gouvernements. Il est totalement indifférent aux conférences de presse, aux statistiques officielles de l'inflation ou aux déclarations de crédibilité des banques centrales. Il reflète froidement, sur le temps long, la relation réelle entre la quantité de monnaie en circulation et la richesse tangible qu'elle prétend représenter. Lorsque le prix de l'or augmente, ce n'est pas l'or qui monte, c'est la monnaie qui chute. Le métal jaune se contente de rester là où il a toujours été, faisant ce qu'il a toujours fait: dire la vérité sur la valeur réelle du papier que nous portons dans nos poches. Comprendre cette distinction fondamentale est le premier pas vers la compréhension de la monnaie elle-même. Et cette compréhension est l'outil le plus précieux pour la protection à long terme de tout ce qu'un individu a passé sa vie à construire. L'expérience monétaire de ces 50 dernières années ne fait que confirmer ce que l'histoire a déjà enseigné à maintes reprises. La réalité physique finit toujours par s'imposer sur les promesses de papier.